Venir à l'invitation et du club marocain de NMG. J'espère poursuivre cette collaboration parce que je suis très attaché, comme Jean-Philippe Candesanché, mon ami, à cette collaboration, ce partage en fait d'échanges et de pratiques qui me paraît très très important, et à la Société marocaine de neurologie. Alors, j'ai prévu quelque chose d'à la fois très large, mais en même temps, je vais laisser à la disposition ce diaporama qui est très très large, des techniques les plus simples aux techniques un petit peu plus inhabituelles ou celles qu'on ne fait pas tous les jours. Et je vais insister sur justement ces points un petit peu particuliers. Donc, pour des raisons pratiques et pour qu'on ait peut-être un peu de temps pour faire quelques tests, j'insisterai sur des messages qui me paraissent importants. Alors, le problème de la main, c'est un problème vraiment de la vie de tous les jours, puisque c'est un problème extrêmement quotidien, avec ce problème de déficit moteur, amyotrophie et troubles sensitifs, parfois pas toujours évidents, pas toujours au premier plan. Et il y a comme problème par rapport à cette problématique quotidienne, c'est qu'il y a une fréquence très importante du canal carpien et du cubital au coude, ce qui fait que quand on voit arriver un patient dans le box de consultation, on se dit ça va être de nouveau soit un canal carpien, soit un cubital au coude, avec parfois des difficultés, mais ça peut être aussi autre chose, et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il faut avoir à l'esprit toujours le fait que ça peut être autre chose qu'un canal carpien ou un cubital au coude. Le deuxième message très important que vous savez, c'est la neuroanatomie de base, c'est que la main, c'est C8, et presque tous C8, c'est la main. Attention, presque tous C8, c'est la main, et ce presque est très important. Mais donc, autour de la main, en moteur, on est sur du C8, du C8D1, mais avec la possibilité que ça soit une atteinte, comme on va le voir, tronculaire, mais également plexique, radiculaire ou médulaire antérieure. Et tout l'enjeu de la clinique et de l'EMG, ça va être de déterminer topographiquement le site du niveau de l'atteinte et ensuite l'étiologie. Donc, le troisième point très important, quand vous voyez pour la première fois un patient qui arrive avec un déficit moteur ou une amyotrophie ou les deux de la main, c'est dans les premières minutes que vous allez commencer à l'examiner, de vous dire tout de suite s'il est dans une prédominance ulnaire ou cubitale ou médian. Et c'est très important parce que ça va déterminer à la fois votre raisonnement clinico-électrique, mais également la conduite de votre électromyogramme. Et vous verrez, ce n'est pas du tout les mêmes étiologies, même s'il y a des étiologies communes. Donc on va commencer par une atteinte qui prédomine sur le versant ulnaire. Et vous voyez ici, je ne sais pas s'il y a... Voilà. Vous voyez ici très bien, en fait, les premiers signes d'atteinte, ce qu'on appelle le signe de Wartenberg, qui est l'écartement spontané du 5e doigt par rapport au 4e doigt. Les gens se présentent comme ça. Et vous savez que le premier déficit moteur dans une atteinte ulnaire ou cubitale n'est pas l'écartement. Souvent, on teste les patients en leur demandant d'écarter les doigts et en testant les interosseux, et en particulier le premier interosseux. Mais avant qu'il y ait une atteinte du premier interosseux, le premier déficit moteur, c'est un rapprochement du 5e sur le 4e doigt. Alors, ce n'est pas toujours évident à tester cliniquement, il faut faire ça comparativement, parce que les gens sont plus ou moins forts par rapport à vous, bien évidemment, mais vous testez comparativement et vous voyez s'il y a un défaut de rapprochement du 5e sur le 4e doigt. Donc ça, c'est très important de voir tout de suite l'atteinte qui va prédominer sur l'éminence hypoténare, avec cet amincissement que vous voyez du bord cubital, et puis progressivement ce qu'on appelle le décharnement progressif de la face dorsale, et pour aboutir à cette fameuse griffe qu'on appelle la griffe cubitale ou ulnaire. Le problème, si vous voulez, c'est qu'il faut absolument essayer de diagnostiquer le patient avant qu'il soit à l'état de griffe, car vous le savez, malheureusement, quand la griffe est ensuite irréductible, c'est très très difficile à récupérer, même si on soigne ou on traite le patient. Donc il faut bien sûr diagnostiquer avant cet état-là, et en tout cas ne pas hésiter à mettre des attelles avant que le patient se mette en griffe irréductible. Donc ça, c'est le risque pronostic très important. Le cubital ou l'ulnaire, c'est le coude. C'est ce que disait toujours mon ancien patron Pierre Bouche. Et c'est presque toujours le coude. 9 fois sur 10, c'est le coude. C'est vrai en termes de prévalence, de fréquence. Et le coude, c'est très intéressant parce que, effectivement, ça va vous donner une atteinte vraiment très ulnaire, très cubitale, que vous voyez ici sur cette diapositive, avec les principaux muscles qu'il va falloir tester cliniquement, mais aussi piquer en détection à l'électromyographie. Et j'attire votre attention sur un muscle qui est le
cubital antérieur ou le fléchisseur ulnaire du carpe. Alors, ça vous dérange si je parle en ancienne terminologie ou vous préférez que je parle en... Vous me dites, hein, je peux parler de temps en temps en ancienne terminologie. Et pour les plus jeunes, n'hésitez pas à me demander. Bon, je ne le connais pas tous par cœur, mais le cubital antérieur, ce qu'on appelle le fléchisseur ulnaire du carpe, c'est ce que j'ai appelé le signe du président Hollande ou de la reine d'Angleterre. Hein. C'est ce muscle qui permet de faire ce mouvement-là. Bon, notre ancien président faisait tout le temps ce petit mouvement-là, la reine d'Angleterre aussi. C'est un muscle qu'on ne teste pas en pratique clinique souvent, hein, ce mouvement-là. Et ce muscle-là dépend du muscle ulnaire et c'est le seul muscle ulnaire qui n'est pas dans la main. Donc, il est hyper important à tester cliniquement et en électromyogramme. Et vous pouvez le tester en le piquant, en détection, mais également en stimulodétection. Vous voyez, vous mettez une électrode de recueil ici, à peu près 10 cm par rapport au coude, avec la référence à peu près là, et vous allez stimuler 5 cm au-dessus du coude. Et ça fait donc une distance de 15 cm. Et vous allez avoir comme ça une norme qui doit être inférieure à 4 millisecondes. Généralement, on ne fait pas de vitesse étagée, on fait juste une latence. Et si la latence est allongée, ça signifie qu'il y a un ralentissement au niveau de l'ulnaire. Très important également, voilà l'anatomie, hein, je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler l'anatomie du tunnel cubital, justement, où passe le nerf ulnaire, pour vous rappeler qu'il y a plusieurs possibilités de niveau d'atteinte et qu'il y a un test clinique également avant de commencer l'EMG, très important à faire, qui est de rechercher une luxation du nerf ulnaire, hein, que vous voyez sur le schéma A, c'est-à-dire que le nerf peut se luxer trop facilement. Et quand vous faites la flexion comme ça, extension, vous mettez vos doigts sur le nerf, et si vous le voyez sauter en avant, eh bien, il y a ce qu'on appelle une luxation antérieure du nerf, et vous pouvez très bien ne pas avoir de signe de compression majeure à l'EMG. À partir du moment où vous avez cette luxation, ça sera pour vous une indication à proposer au chirurgien d'opérer le patient, car c'est très mauvais que le nerf se luxe, car c'est une des causes de compression du nerf ulnaire. Donc pensez bien à rechercher cette luxation antérieure, comme vous le voyez sur le schéma numéro 1. Alors bien sûr, là, nous sommes un peu avant l'été chez nous, on va se mettre au sport hein, avec Jean-Philippe Cornesanché, et je vous montre quelques images qui indiquent tous les mouvements, toutes les activités. Vous savez que plus que le sport, quelle est la première cause d'atteinte du nerf ulnaire maintenant? C'est l'ordinateur. Hein, c'est l'ordinateur et les jeux vidéo. Hein, et on a à peu près 2 tiers, 1 tiers d'ulnaire à gauche par rapport à ulnaire à droite, cubital gauche par rapport au cubital gauche, droite, parce que la plupart des gens sont droitiers et en fait c'est le coude gauche qui reste le plus souvent, ou comme monsieur sur la table, là, pendant des heures, vous voyez. Ça, c'est très, très mauvais. Et donc, quand ils sont pris par le jeu vidéo, c'est bon. Alors, bien sûr, la technique du nerf ulnaire au cubital en moteur est très simple, vous la connaissez. J'insisterai sur ces quelques points. Le coude à 90 ou 120 degrés, là, vous voyez, il est vraiment à 90 degrés. Il peut être un peu plus, mais pas 180 degrés, hein, entre 120 et 90 degrés. Attention, vous stimulez sous le coude, mais pas trop dans la gouttière parce que c'est plus facile, le nerf est plus facile à stimuler, mais vous allez à ce moment-là éviter le problème de l'entrée sur le cubital antérieur. Donc, c'est important de le stimuler un petit peu plus en aval. D'accord ? Et puis surtout, je vous recommande, dès que vous ne voyez pas de bloc évident au passage du coude, ça prend 2 secondes, vous stimulez en axillaire sur votre même page d'électromyogramme. Hein, c'est vraiment une habitude, je dirais, mais qui, de temps en temps, vous aidera, car elle vous montrera un niveau supplémentaire lésionnel qui changera bien sûr l'âge. Ça prend vraiment 2 secondes et c'est tout à fait utile. Je ne dis pas d'aller jusqu'au point d'herbe dans toutes les situations, car c'est une situation plus difficile. Voilà, vous avez donc des blocs ou des ralentissements évidents. Hein, je vous montre ces images que vous connaissez bien, où on est content d'avoir tout de suite en 2-3 stimulants. Et puis, des fois, on n'a pas de bloc ou de conduction évidente. Et donc, on est bien content à ce moment-là de faire cette latence sur le ulnaire, vous voyez, qui est à 6,5, fléchisseur ulnaire du carpe, ou cubital antérieur, qui doit être inférieur à 4 millisecondes. Vous voyez, vous faites juste une latence et supérieure à 6,5. Alors, il faut retenir, quand vous testez le nerf ulnaire, vous avez toutes ces situations où il n'y a pas de ralentissement au coude évident, où il n'y a pas de bloc de conduction évident, où le potentiel sensitaire
est peu altéré. Et donc, c'est dans ces situations qui ne sont pas les plus fréquentes, mais quand même relativement fréquentes, où il faut que vous reteniez le chiffre 3 pour le cubital. Il y a 3 tests moteurs, 3 tests sensitifs et 3 autres tests qui ne dépendent pas du cubital. Vous retenez le chiffre 3. Je ne dis pas qu'il faut faire à chaque fois les 3 tests moteurs, les 3 tests sensitifs et les 3 autres tests. Pas à chaque fois. Justement, quand on a les blocs et ralentissements évidents au coude, on s'arrête généralement assez vite. Mais quand on est dans ces situations-là, que je vous ai listées là, où ça, malheureusement, c'est un mauvais jour, vous n'avez pas la solution évidente, il faut penser à ces chiffres 3 et vous allez devoir faire les fameux 3 tests moteurs, 3 tests sensitifs et 3 autres nerfs. Alors en sensitif, justement, il y a 3 tests que vous pouvez faire. Et je vous remontre là la topographie sensitive. Il y a bien sûr le sensitif sur le 5e doigt, que l'on va voir, mais également, comme vous voyez en numéro 3, la branche cutanéo-dorsale qui a l'avantage de ne pas passer dans la loge de Guyon, donc qui vient innerver la face dorsale de la main avant de passer dans la loge de Guyon. Donc c'est un moyen très important de différencier les atteintes au niveau du poignet dans l'ulnaire. Et puis il y a une branche qu'on appelle la branche cutanée palmaire qu'on peut faire techniquement très facilement, mais qui n'a pas grand-chose en termes de topographie. Voilà le sensitif sur le 5e doigt. En anti ou en orthodromique, c'est la base de votre activité électromyographique, comme vous le savez. Et la branche cutanéo-dorsale que vous voyez sur ce schéma, qui est très important, qui peut passer par devant à différents niveaux. Et donc, il y a plusieurs niveaux de stimulation. Je vais vous montrer une image. Voilà. Je vous recommande, moi, cette technique. On pourra la faire également, si vous voulez, car on dit que c'est assez facile à sortir, le cutanéo-dorsal, mais des fois, on se dit, mais c'est pas possible, on n'arrive pas à le sortir, etc., parce qu'effectivement, il faut repérer le bord osseux et se mettre en crochet sous le bord osseux, vous voyez, pas trop en haut, assez bas. Et si vous n'y arrivez pas en faisant ça, vous tournez votre stimulateur pour vous mettre à cheval sur le bord osseux pour essayer d'avoir la branche cutanéo-dorsale. Et comme tous ces tests que vous ne faites pas tous les jours pour tous les patients, je vous recommande toujours de commencer par le côté non pathologique pour voir déjà quelle est la valeur à laquelle vous attendez. Ensuite, vous faites le côté pathologique. Bon, quand on a l'habitude et qu'on est expérimenté, on peut commencer d'emblée, mais c'est toujours bon, quand vous n'êtes pas habitué, que vous n'êtes pas à l'aise, de commencer du côté, bien évidemment, comme tous les tests, un petit peu difficiles. Voilà, ça donne des potentiels de bonne amplitude, 10, 12, 15, parfois microvolts, mais encore une fois, en comparatif par rapport à l'autre côté. Le 3e test sensitif, on a vu le 5e doigt classique, la branche cutanéo-dorsale, et le 3e test que vous pouvez faire en sensitif, c'est un test sensitif très important, surtout quand vous avez un sensitif qui est normal ou dans les limites de la normale, alors que vous êtes persuadé que c'est quand même un cubital au coude et que ce n'est pas radiculaire. Vous vous dites, c'est quand même bizarre, je n'arrive pas à trouver une altération du potentiel sensitif. À ce moment-là, il faut absolument faire cette technique. Dès que vous n'avez pas d'explication au coude claire, c'est une estimation étagée, comparative. Vous prenez donc un recueil sur le nerf médian, un recueil sur le nerf ulnaire. À la même distance, vous stimulez au poignet le médian et l'ulnaire, et vous voyez apparaître 2 potentiels mixtes qui ont à peu près normalement la même forme et à peu près la même latence, en tout cas une différence de latence inférieure à 0,7-0,8 millisecondes. Et vous voyez là, le patient, il a un ulnaire qui apparaît 1,3 millisecondes après avec un aspect un petit peu vosgien, comme une montagne douce, ce n'est pas un pic montagneux, comme, eh bien, il y a clairement à ce niveau-là un ralentissement sur les fibres sensitives ou un blocage qui peut être que sensitif. Vous n'avez pas réussi à le mettre en évidence en moteur, il n'est que sur les fibres sensitives et c'est que cette technique qui vous permet de mettre en évidence. Alors il y a une petite variante qui est de mettre le même recueil un tout petit peu plus haut à un endroit entre... Excusez-moi. Voilà. Un endroit entre oui, j'ai un peu avancé. Voilà. Un endroit commun ou à mi-distance entre l'ulnaire et le médian. Vous mettez à peu près à 10 cm comme ça et vous ne changez pas le recueil.
Nous, on préfère se mettre directement sur le nerf en gardant en double centimètre la même distance parce que je trouve que les potentiels sensitifs sortent parfois mieux. Mais essayez, les deux techniques se valent. On pourra également le tester. Alors, voilà un exemple classique où on pense que c'est quand même un cubital au coude. Vous voyez, avec un déficit moteur rapide, une amyotrophie, des troubles sensitifs sur le 5e doigt, mais il a aussi des cervicalgies. Et puis, il a eu un premier électromyogramme qui a été plutôt se poser la question de cervical C8. Et en fait, en moteur, vous voyez, on a une vitesse un peu ralentie au coude, mais sur des potentiels moteurs qui sont un petit peu bas, avec des amplitudes très faibles, avec une grosse perte axonale déjà. Donc, quand il y a une grosse perte axonale en moteur, parfois, c'est très difficile d'être certain du blocage ou du ralentissement au passage du coude. Et c'est là où il faut faire le fléchisseur ulnaire du carpe, tout en haut, à 1, vous voyez, qui est allongé. Et puis en sensitif, on a effectivement un sensitif sur le 5e doigt qui est aboli, la première ligne, vous voyez. Mais on n'a pas de preuve que c'est bien au coude que ça se passe. Eh bien, il faut faire cette technique. Et vous voyez là, on a clairement une modification, une variation de latence entre médian et ulnaire, en stimulant en poignet, en recueillant en dessus du coude. Et donc, ça vous apporte une confirmation que c'est bien au coude que ça se passe. Alors parfois, on a des atteintes très sévères de la main. Vous voyez, comme ce patient de 47 ans qui a un déficit moteur qui prédomine et qui est même que ulnaire, surtout premier interosseux, avec une manœuvre de frottement, c'est-à-dire les patients qui n'arrivent pas à tenir la page blanche, la feuille quand vous la retirez. Et puis vous dites, bon, ça va être un cubital au coude, vous voyez un déficit moteur, une amyotrophie de la main assez évidente, et vous faites votre nerf ulnaire, et en faisant votre nerf ulnaire, vous n'avez une amplitude à la limite de la normale, mais pas effondrée, et puis surtout, aucun bloc, aucun ralentissement au coude. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le test qu'il faut faire? Donc, on a vu 3 tests sensitifs. Je vous le rappelle, 5e doigt, branche cutanéo-dorsale, comparatif, médian ulnaire, entre poignet et coude. Donc, les 3 tests sensitifs, vous les avez déjà. Je vous ai donné déjà 2 tests moteurs. Stimulation étagée sur l'adducteur du 5, sur l'hypoténare, le fléchisseur ulnaire du carpe, et le 3e test moteur sur l'ulnaire. Non, allez-y. Alors ça, c'est en sensitif. Le 3e test moteur, très simple, c'est un recueil sur le premier. Et donc là, il faut faire, typiquement, quand ça ne sort pas sur l'adducteur du 5, et que le patient a cliniquement un déficit moteur amyotrophie du premier interosseux, c'est l'évidence. On fait un recueil du premier interosseux. Vous savez que les fibres d'ulnaire ou cubital qui vont premier interosseux sont particulièrement exposées à la compression au coude, d'une part, et deuxièmement, elles peuvent être également touchées sélectivement dans un certain nombre d'atteintes du nerf ulnaire ou cubital, comme ce cas de ce patient de 47 ans. Et donc, il faut faire assez facilement, et je vous recommande, c'est un des messages, vous verrez que vraiment j'essaye de faire passer, c'est que dans le déficit moteur de la main et amyotrophie, il faut faire le recueil sur l'hypoténare, premier interosseux, le médian, et vous verrez un 4e test aussi, mais très facilement faire le premier interosseux. Le problème du premier interosseux, c'est que on est tous d'accord pour dire qu'il faut mettre l'électrode active là, en plein sur le corps, sur le point moteur du premier interosseux. Mais où est-ce qu'on met la référence? Où mettons la référence? Et vous voyez, la référence, je l'ai mise là, sur le bord de l'index. Mais quand vous faites ça, vous avez parfois un début de potentiel vers le bas, d'accord? Et du coup, la latence n'est pas toujours évidente à mettre. Le début n'est pas propre, comme on dit chez nous. C'est-à-dire que ce n'est pas un début vers le haut, très aigu. Il y a un petit début vers le bas. Et donc, des électromyographistes ont proposé de la mettre sur la base du pouce, vous voyez, à cet endroit-là. Donc, changez la référence là. Essayez. Des fois, le début est beaucoup plus propre, mais l'amplitude est un petit peu plus faible. Donc, il faut vous trouver votre propre positionnement de la référence, mais dès que vous l'avez, faites toujours la même chose, et je vous encourage fortement à faire de ce recueil de premier interosseux. Alors là, la latence, toujours comparativement, vous voyez là, typiquement, point moteur, cette référence que je mets là, vous pouvez la mettre là. Certains l'ont essayé là aussi. Essayez. On recommande également celle-là. Le début est plus propre. Et donc, ce patient, eh bien, clairement, il avait sur le premier interosseux une amplitude effondrée, comme vous voyez, une latence allongée, alors que l'adducteur du 5 était bien.
et que le sensitif était bien. Qu'est-ce qu'il avait, ce patient? Il n'avait rien au coude. Il avait un effondrement de la branche qui allait au premier interosseux. Bon, ce n'est pas le cubital habituel que vous voyez. Vous n'êtes pas à l'aise cliniquement. Électriquement, vous pensez que c'est clair que c'est un cubital. Est-ce que c'est une atteinte C8 partielle? Est-ce que c'est un début de SLA? Ou est-ce que c'est quand même un cubital? Vous avez un doute? Qu'est-ce que vous demandez comme examen très simple, qui n'est pas électromyographique? Je suis désolé. Un examen très simple. Quand vous suspectez une atteinte ulnaire au poignet, puisque c'est ça que vous suspectez là, vous demandez une échographie du poignet. Hein? Car, effectivement, ce que vous suspectez, c'est une atteinte à ce niveau-là, distale, de la branche profonde. Hein? Et donc, il y a un certain nombre d'anomalies au niveau de la branche profonde. Il y a 2 niveaux d'atteinte dans l'ulnaire au poignet et à la main qu'il faut bien avoir en tête de façon très séparée. Ce qu'avait ce patient, c'est-à-dire une atteinte de la branche profonde, c'est-à-dire uniquement de cette atteinte-là, vous voyez, avec une atteinte du premier interosseux, l'adducteur du 5 est respecté, le sensitif est respecté. Et là, vous avez soit les gens qui font des mouvements répétés et qui se compriment, les gens qui font du vélo, du VTT, il y a des tas de métiers manuels où il y a des compressions mécaniques. Là, c'était un joueur de golf qui était fan de golf, qui n'arrêtait pas de jouer au golf. Soit ce sont des kystes. Et puis, il y a un deuxième niveau d'atteinte du poignet, voilà, qui se situe là. Et là, c'est dans la loge de Guyon, et c'est souvent également des kystes ou des anomalies anatomiques. Donc, dans ce cadre-là, vous avez l'échographie qui est très importante à faire. Donc, vous voyez, là, c'est un patient typiquement qui a une atteinte du nerf cubital, moteur, mais sans anomalie au coude net, ni sur le premier interosseux, ni sur l'adducteur du 5. Vous voyez que les sensitifs sont un petit peu asymétriques. La branche cutanéo-dorsale est parfaitement normale. Donc le sensitif est altéré, mais la branche cutanéo-dorsale est normale. Vous voyez? Eh bien, quand vous avez cette configuration-là, le sensitif sur le 5e doigt altéré, asymétrique, mais la branche cutanéo-dorsale parfaitement normale, symétrique, pas d'anomalie au coude, vous n'avez pas hésité, il faut absolument faire une échographie du poignet. Alors vous allez me dire, c'est exceptionnel, j'en vois jamais, etc. Vous en verrez peut-être 1 ou 2 par an si vous faites une activité électromyographique. C'est rare, beaucoup plus rare que le coude, mais il faut avoir à l'esprit ces réflexes et ces tests que vous ne faites pas systématiquement. Voilà, donc je vais passer assez vite là. Vous pourrez avoir ça si vous voulez, vous l'avez déjà dans un certain nombre de diagrammes. Selon le niveau d'atteinte dans le Guyon, effectivement, il y a différentes atteintes, des atteintes qui touchent également le contingent sensitif ou le contingent moteur. Donc ce sont des tableaux que vous connaissez. Des techniques qu'on essaye de faire de stimulation au-dessus et en dessous de la loge de Guyon, mais qui sont quand même pas faciles parce que vous voyez, le niveau de stimulation est très proche du recueil. Donc on passe. Les causes, c'est les tumeurs, kystes surtout, c'est souvent des causes bénignes, et puis certains métiers ou certains exercices comme le vélo. Alors, 3 tests moteurs, vous retenez, fléchisseur ulnaire du carpe, 3 tests sensitifs, d'accord? 5e doigt, branche cutanéo-dorsale, stimulation étagée, ok. Et 3 autres tests qu'on va voir dans le déroulé, que l'on peut faire également, et qui sont marqués là, les 3 autres tests. En sensitif, le brachial cutané interne, et en détection, le court abducteur du pouce médian, et un autre muscle C8 également que l'on va voir. Donc je vous rappellerai à la fin les 3 autres tests. Et là, je vous ai fait, mais je vais passer, puisqu'on va surtout insister sur la technique. En fonction du cubital, parce que vous allez me dire, c'est tous ces tests-là, les 3 tests moteurs, 3 tests sensitifs, 3 autres tests, je ne vais pas les faire à chaque fois. Quand est-ce que je les fais? Et donc, je vous ai écrit et préparé, en fait, en fonction de la présentation clinique, quels sont les tests à faire, et comme un déroulé, comme un jeu de loi, vous faites test, vous avez une réponse, pas de réponse, vous allez plus loin, etc. Donc, je vous les ai laissés en diaporama, on ne va pas les détailler. Vous voyez, en fonction de la présentation sensitive, sensitivo-motrice, et puis motrice pure, quels sont les tests qu'il faut faire.
Alors là, vous allez peut-être trouver très facilement, c'est un jeune patient de 19 ans qui vient vous voir en consultation, pas d'histoire familiale, sauf que depuis 18 mois, il est en train de perdre une main. Il perd une main, c'est-à-dire qu'il a un déficit moteur pur et une amyotrophie de la main progressive qui s'installe. Sans douleur, sans trouble sensitif. Vous l'examinez, vous trouvez qu'il y a une amyotrophie, un déficit moteur, surtout du premier espace interosseux, donc plus ulnaire, mais pas que ulnaire, comme vous voyez. Le court adducteur du pouce n'est pas normal. Et il n'a pas de signe central, pas de signe pyramidal. Il est essentiellement que d'un côté. Et il a une sensibilité normale. Et vous voyez, il se plaint que de cette main-là, avec une belle amyotrophie, vous voyez, de premier interosseux, mais aussi les autres interosseux. Hein. C'est ce qu'on appelle la main décharnée du nerf, du versant cubital, ulnaire. Ceux qui sont fins sémiologues trouvent que la main gauche n'est pas strictement normale, avec un début, vous voyez, de petit écartement là, du cinquième par rapport au quatrième doigt. Et quand vous le testez, vous essayez de rapprocher le cinquième du quatrième, il n'est pas parfait pour 18 ans ou 19 ans, mais il ne s'en plaint pas. Vous voyez le signe de Wartenberg, là aussi, à droite. Et vous voyez que le court abducteur du pouce n'est pas tout à fait normal, mais il est moins touché. Et l'hypothénaire est touché. Et en EMG, vous avez la clinique. C'est-à-dire que vous avez une atteinte surtout motrice très asymétrique sur le cubital, à la fois en adducteur du 5 et premier interosseux. Le médian est aussi asymétrique. Et les sensitifs sont parfaits. Et c'est neurogène également dans les territoires déficitaires amyotrophiques. Bon, facile, hein, un petit QCM très simple. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un cubital au coude plus un canal carpien? Pathologie fréquente, l'association des deux, mais surtout chez les gens d'un certain âge, travailleurs manuels, etc., diabétiques. Et surtout, qu'est-ce qui ne va pas du tout, là, pour une atteinte aussi marquée en moteur, c'est que le sensitif est normal. Bon, on élimine. Une neuropathie motrice à bloc de conduction qui toucherait à la fois le médian et l'ulnaire. Chez un homme de 19 ans, c'est possible. Une atteinte plexique basse, sensitifs normaux. Un conflit radiculaire C8D1, ouais. Une SLA juvénile, vous êtes d'accord? Et puis une neuropathie motrice héréditaire, prédominant membre supérieur. Comment on appelait ça avant? Je me retourne vers les anciens. Le syndrome de MacLeod-O'Sullivan. Bon, maintenant, on appelle ça neuronopathie motrice héréditaire à prédominance distale du membre sup. C'est plus long, mais bon, c'est plus... Donc, je passe, hein, mais dans ces cas-là, vous êtes obligé d'aller jusqu'au point d'herbe à cause du caractère moteur pur, d'une atteinte touchant deux nerfs, la neuropathie motrice multifocale à bloc. Vous savez que les blocs de conduction peuvent se situer qu'au point d'herbe, malheureusement. Donc, vous êtes obligé d'aller jusqu'au point d'herbe dans cette situation-là. Vous pouvez faire des ondes F avant, si elles ne sont pas présentes ou si elles sont asymétriques, allongées, ça vous donne un argument supplémentaire. Mais en général, on est obligé d'aller jusqu'au point d'herbe. Et en stimulation monopolaire, si vous avez des difficultés techniques. Ne pas confondre une perte progressive, comme on voit dans une SLA, avec un vrai bloc de conduction proximal. Bon, tout ça sont des notions que vous avez pour l'électromyogramme. Et parfois, on a la chance d'avoir un aspect de dispersion. Donc la neuropathie motrice à bloc, c'était une hypothèse chez ce jeune garçon, mais ce n'était pas le cas. Il n'avait aucun bloc de conduction. Il y a parfois des formes où on ne trouve pas de bloc de conduction. Hein, ça a été rapporté dans la littérature et on fait des techniques que je pense que, je ne sais pas si vous utilisez, en tout cas, ce n'est pas possible dans les labos habituels, de stimulation magnétique couplée avec le point d'herbe, ce qu'on appelle la triple stimulation, pour chercher un bloc de conduction extrêmement proximal, vous voyez, au-dessus du point d'herbe. Bon, ce sont des techniques compliquées qui existent en théorie, hein, que certains pratiquent, mais dans peu de laboratoires, il faut du temps et du matériel. Si vous n'avez pas ça, sachez qu'il y a l'IRM plexique qui est de plus en plus développé, qui nous permet, nous, d'explorer ces segments proximaux. Hein, je vous montre quelques images d'hypersignal, donc ça, c'est un joker qu'on peut avoir. Mais ce patient-là n'avait pas de bloc de conduction. Et puis, surtout, il avait autre chose que vous avez peut-être noté, en plus de son atteinte médian et ulnaire. Quel est le muscle? Je vous ai dit, la main, c'est C8, C8D1 avec le corps abducteur, et presque tous C8, c'est dans la main.
Mais il y a des muscles C8 qui ne sont pas dans la main et qui ne dépendent pas du médian et du ulnaire. Lequel? Quel est le muscle le plus C8 qui ne dépend pas du nerf médian ou du nerf ulnaire cubital? Allez-y, hein, c'est pas un piège. Hein. Voilà, l'extenseur propre de l'index. L'extenseur propre de l'index, c'est un muscle absolument majeur qui va vous aider complètement. C'est un des grands jokers que vous allez avoir dans l'exploration du déficit moteur et de l'amyotrophie de la main. Quand vous avez quelqu'un qui a comme ça une déficit moteur amyotrophie qui prédomine sur l'ulnaire, mais qui touche un peu le médian, et qui en plus touche l'extenseur propre de l'index, ou cliniquement, ou en électromyogramme, vous n'êtes plus du tout dans une distribution. Vous allez me dire, bah, c'est 3 troncs nerveux qui sont touchés. Mais non, parce que si vous allez toucher, en particulier pour le radial, des muscles qui dépendent du nerf radial, mais qui ne sont pas C8, et il y en a plein pour le radial, vous allez dire non, c'est une distribution qui est métamérique, niveau médulaire, et non pas tronculaire. Donc sur un simple test clinique électrophysiologique, vous allez savoir précisément où se trouve le niveau de l'atteinte chez ce jeune garçon. Et lui, il avait effectivement ça, ce muscle-là, il se pique, et surtout, il se recherche en stimulodétection, hein, on va le voir clairement. Et donc ça, c'est fondamental hein, à savoir sur le plan de l'anatomie. C8, bien sûr que C8, il va donner tout ce qui est ulnaire et le BCI avec D1, mais vous voyez qu'il y a un tout petit segment là qui part de C8 qui va rejoindre le radial. Ce tout petit segment là, c'est les extenseurs de doigts et en particulier l'extenseur propre de l'index. D'accord ? Donc ça, c'est majeur. Sinon, le diagnostic chez ce jeune patient, vous l'avez fait depuis le début, depuis la première diapositive. Qu'est-ce qu'il avait, ce jeune patient qui a un déficit moteur amyotrophie de la main progressive depuis 18 mois, sans troubles sensitifs, sans signes pyramidaux, qui est de distribution C8, touchant les 3 troncs nerveux. Sur la première diapositive, je vous ai donné 2 petits signes cliniques qui font le diagnostic. La paralysie au froid, ce que j'ai appelé moi, mais ici, je ne sais pas si vous avez le signe de Picard. Hein, ce sont des patients qui, quand vous mettez la main dans le congélateur, au moment où il fait jamais très... Ah si, il peut faire très froid dans la montagne ici. Eh bien, vous avez une paralysie complète de la main. Tous les déficits moteurs périphériques s'aggravent au froid. Dans une SLA, vous verrez tous vos patients vous dire « Ah oui, quand il fait froid, je suis moins bien ». Mais les patients qui vous disent « Ça va, j'arrive à tourner une clé, à attraper une carte bleue, à ouvrir une bouteille, mais quand il fait très froid, je ne peux plus rien faire. Je suis complètement bloqué. Et il suffit que je réchauffe ma main pour que je reprenne. » Ça se voit typiquement dans ça, surtout quand il y a en plus un petit tremblement. C'est le syndrome de Hirayama, qui est un syndrome donc d'amyotrophie monomélique, bien sûr qui a été décrite en Asie, mais qui est présent partout dans le monde, y compris au Maroc. Vous avez des patients qui sont atteints de cette affection. Ça touche des garçons, je vous ai mis là, je vais aller très vite parce que je ne peux pas tout vous détailler, hein, mais ce sont des garçons, et toujours au moment de l'âge entre 16 et 25 ans, et qui ont ce déficit moteur qui, vous voyez, peut remonter sur l'avant-bras, hein, en manchette, typiquement, et au maximum, et ça c'est très important pour vos patients, au maximum, l'amyotrophie s'arrête sur l'extenseur commun des doigts, mais les radios ne sont jamais touchés. Ce qui fait qu'il y a toujours une amyotrophie en oblique, qui est typique de ce syndrome, de ce type d'atteinte, et qui prédomine toujours sur ulnaire avec un médian qui est moins touché. Donc c'est toujours des garçons, ce sont souvent des jeunes sportifs qui ont fait des sports, un peu de combat, etc., mais pas que. Ça peut être simplement des garçons. Vous savez que les garçons grandissent beaucoup plus vite que les filles. Ils ont en termes de nombre de centimètres pris en quelques mois. Hein, ils ont des croissances accélérées. Et ce sont aussi les garçons qui sont longilignes. Et c'est un problème de découplage entre la vascularisation et de la moelle épinière. Et donc, vous voyez, c'est vraiment tout à fait typique. Est-ce que ce patient-là a une SLA avec un déficit moteur amyotrophie prédominant sur le premier interosseux? Eh bien, quand vous regardez, vous faites tourner la main et que vous voyez le court abducteur du pouce qui est relativement respecté, ça ne peut pas être une SLA, même si c'est touché, c'est typiquement un syndrome d'Hirayama. Vous voyez la myotrophie. Quel est l'examen à demander? Ce n'est pas une échographie comme pour le poignet, pour le kyste. Ce n'est pas une radio. C'est une IRM du rachis cervical en flexion dynamique, hein, qui va vous montrer un aplatissement de la moelle antérieure et un accolement du
du sac dural sur la moelle. Donc, c'est vraiment typiquement l'examen qu'il faut demander pour confirmer le diagnostic. Alors, à part ce type-là, ce syndrome qui est très particulier, il y a d'autres atteintes, et vous les connaissez, qui donnent des ischémies cervicales, avec souvent un tableau douloureux, mais pas toujours, et avec cette image également sur l'IRM de Snake Eyes, qui là surviennent chez des patients plus âgés qui ont souvent de l'arthrose. Et donc, là aussi, c'est un diagnostic différentiel, bien évidemment, de la SLA. Donc, je passe parce que il faut... voilà. Savoir que ces ischémies, vous voyez, je ne vous ai pas mis exprès, vous avez toutes les causes, mais regardez la première ligne. Dans la moitié des cas, les ischémies médulaires, dans la moitié des cas, on ne trouve pas la cause. Et vous allez être confronté, typiquement, on ne trouve pas de syringomyélie, on ne trouve pas les autres causes. Vous allez être confronté à ce type de patients qui vont venir vous voir en consultation et qui ont, vous voyez, 74 ans, là, c'est un patient que j'ai vu il y a 10 jours. Je vous l'ai mis, c'est pour ça que je m'excuse du caractère, mais il est typique pour moi, j'en vois régulièrement de ces patients-là. C'est très frustrant. Ce sont des patients qui ont un déficit moteur et une amyotrophie de la main, mais qui touchent les extenseurs de doigts, en particulier l'extenseur commun, le premier interosseux, donc ce n'est pas que radial. Le courroie adducteur est un peu moins touché, donc ça pourrait être comme dans un hirayama, sauf qu'il a 74 ans, et donc ce n'est pas du tout le même contexte. Et vous ne trouvez pas d'atteinte du cubital ou du radial au coude. Et l'IRM est très décevante en dehors d'un canal rétréci avec des saillies ostéophytiques. Vous ne trouvez pas de snake eyes et pas d'image comme on voit dans l'Hirayama. Et ces patients-là, eh bien, ils existent. Ce sont des atteintes radiculomédulaires, on ne sait pas très bien, C8, qui donnent une atteinte motrice, vous voyez, qui touche le cubital, mais également l'extenseur propre de l'index, qui est asymétrique, et pour lequel on pense qu'il y a une étiologie au niveau médulaire. Ce n'est pas des SLA parce qu'on a suffisamment de recul évolutif. Et donc, sachez qu'ils existent. Vous voyez, c'est une image très, à mon avis, caractéristique de cette atteinte C8 qui prédomine sur premier interosseux, extenseur de doigt, mais qui respecte relativement le courroie abducteur du pouce. Alors maintenant, on va passer sur l'autre versant médian. Plus facile, peut-être, pour certaines causes. Et avec, là, cette situation-là, c'est celle qu'on rêve tous les jours, c'est-à-dire que quelqu'un vient pour un déficit moteur, amyotrophie, avec des troubles sensitifs de la main. On se dit, bon, c'est peut-être un canal carpien encore, etc. Et puis, on a la surprise d'avoir très vite, dès la stimulation étagée, des aspects de bloc dispersion. Bon, c'est clairement pas tous les jours qu'on a ça. Mais grâce à l'EMG, c'est le plaisir de l'électromyographiste. Je trouve que l'électromyographiste, parfois, on a un petit plaisir. C'est qu'en une image, c'est comme dans le Lambert-Eaton, en une image, on fait un diagnostic. On a gagné 45 minutes, 1 heure d'examen, grâce à cet aspect de dispersion temporelle qui ne peut se voir que dans une neuropathie démyélisante, bien sûr, mais acquise, pratiquement. Et donc, on est très content. Mais malheureusement, ce n'est pas tous les jours comme ça. Alors, on a parfois ça, déficit moteur, amyotrophie de la main. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a ça? Il n'y a aucun trouble sensitif. On tape les réflexes. Et en particulier, on tape le réflexe de flexion des doigts. Vous mettez la main à plat comme ça, et vous mettez votre doigt, et vous tapez, réflexe, et vous avez, alors que la main est très déficitaire amyotrophique, un réflexe vif de flexion des doigts. Et ça, malheureusement, c'est un diagnostic qu'on n'aime pas faire, mais c'est le début, bien évidemment, d'une maladie de la corne antérieure. On va rechercher, bien sûr, crampes, fasciculation, les signes bulbaires, etc. Mais ça, vous avez l'habitude, c'est... Voilà. Troisième situation, vous avez également un déficit moteur et une amyotrophie dans le versant ténarien. Pratiquement pas de troubles sensitifs, pratiquement pas de douleur non plus. Et puis, vous dites, bon, ça va peut-être être un canal carpien. Vous commencez l'EMG et vous avez une amplitude sur le médian très très basse. Voilà. Également de l'autre côté, avec des latences distales allongées, mais pas tant que ça d'ailleurs. Vous voyez, le cubital est bien. Vous dites, je vais faire les sensitifs. Et là, vous faites les sensitifs. Et la surprise, c'est que les sensitifs sont pas mal. En particulier, les sensitifs médians, ils sont vraiment bien. Le cubital est pas mal aussi en sensitif. 6,6 du côté où la patiente se plaint, 9,2 de l'autre côté. Nos normes, nous, c'est autour de 7,8 microvolts en orthodromique, pardon. On stimule le doigt et on recueille au poignet.
Et vous voyez, les sensitifs sont pas mal. Le cubital, le médian, le radial. De l'autre côté, on a un cubital pas mal, le médian est pas mal. Donc, bon, on est un petit peu dans la déception. Et du coup, on se dit, bah, c'est moteur, ça prédomine du côté du médian, mais est-ce que c'est une atteinte plexique? Est-ce que c'est radiculaire? Est-ce que c'est une corne antérieure? Quel est le test là qu'il faut absolument faire en électromyographie, qui n'a pas été fait? Voilà. Donc ça, c'est un réflexe d'électromyographisme mais qui doit être le réflexe de base. À chaque fois que je présente ça, je me dis à chaque fois, c'est tellement évident maintenant, j'ai presque honte de présenter ça. Et normalement, on ne doit plus passer du tout à côté de ce diagnostic. Plus jamais. Plus aucun électromyographiste, normalement, en 2017, doit passer à côté de ce diagnostic-là. Et tous les ans, j'ai 1 ou 2 patients, 3, qui se font opérer du canal carpien ou qui ont des tas d'examens avant d'arriver au diagnostic. En fait, parce que le brachial cutané interne doit être absolument un réflexe. Ça fait partie des 3 autres tests que je vous disais qui doivent être dans la foulée. Dès que vous n'êtes pas satisfait, eh bien vous faites le brachial cutané interne. Et ce brachial cutané interne, vous avez 2 façons de le faire techniquement. Une technique classique où vous mettez votre recueil à la face interne de l'avant-bras. On pourra le voir. Et vous stimulez également au-dessus du pli du coude, à la face interne du bras. Généralement, on part de la partie postérieure et on s'avance vers l'avant. Et puis, il y a une technique, quand vous n'y arrivez pas bien, que les gens sont très musclés, ou très musclés des avant-bras, très musclés des bras, bref, que vous n'êtes pas dans des conditions idéales, ce n'est pas quelqu'un de très fin, eh bien, vous pouvez remonter votre recueil très haut, comme le fait là Monsieur Bush, mon patron, et du coup, vous stimulez un tout petit peu plus haut, vous voyez? Et là, à ce moment-là, vous pouvez également l'avoir. Donc, c'est 2 techniques. Vous commencez généralement par cette technique-là, qui est la technique habituellement recommandée. Mais si vous n'y arrivez pas, pensez un petit peu à remonter votre recueil. Ça peut être un petit truc, car on dit classiquement qu'il est assez facile à sortir, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'est vraiment une technique importante, le brachial cutané interne, avec le radial sensitif que vous connaissez tous et que vous faites tous, là en antidromique. Et l'autre nerf qu'il faut aussi apprendre à faire, qui est le nerf musculo-cutané de l'avant-bras, sur l'autre versant. Hein. Il est de quel niveau, là? Je me retiens vers le jaune. Le musculo-cutané supérieur, c'est quel niveau en radiculaire, sensitif? C6. Hein, c'est C6, hein, c'est pas C5, c'est pas C7. Le nerf musculo-cutané supérieur, qu'on appelle maintenant l'antébrachial latéral, eh bien, c'est C6. Hein, c'est le premier nerf sensitif C6. Eh bien, cette patiente, effectivement, ouais. Alors, on peut avoir une perte aussi importante en fibre motrice du médian sans atteinte du cubital dans un syndrome. Ouais. Bah oui. Là, le piège, hein, c'est que vous aviez 6 d'un côté, 6, 5 et 9 de l'autre. Ce n'est pas tout à fait symétrique. Mais le piège, hein, c'est que, bon, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais il y a des topographies, somatotopies, etc., qui font que si vous ne faites pas le brachial cutané interne, en fait, vous pouvez passer à côté, malheureusement. Théoriquement, vous avez raison. En général, et c'est ce que je mets sur ma fiche de rappel, on pense au défilé thoraco-brachial quand on a une grosse atteinte motrice, médian, et une atteinte sensitive cubitale. Là, c'est évident. Mais sachez qu'il y a ces patients-là, c'est ceux-là qui se font généralement, malheureusement, qui errent un peu sur le plan diagnostique. Alors, le brachial cutané interne, des fois, quand vous n'arrivez pas bien à le sortir, vous avez une réponse motrice derrière. Et vous vous dites, ah, c'est moche, etc., on change, on essaye de... Mais c'est pas... il est toujours à la base de la réponse motrice. Donc, des fois, je l'enregistre. Bon, c'est pas beau, on ne peut pas le publier, hein, ça c'est clair. Dans la vraie vie, mais ça aide. Et vous voyez, on le sort comme ça. Et si vous n'avez rien du tout alors que vous avez une réponse motrice, ça veut dire qu'il est vraiment absent. Et si vous avez un doute, donc je vous rappelle, hein, vous voyez, l'atteinte là, c'est vraiment à ce niveau-là. Donc tout ce qui est cubital, le BCI et l'atteinte motrice médian. Si vous avez un doute, vous n'êtes pas dans votre assiette, vous avez mal dormi, la terre n'est pas bonne, vous n'êtes pas sûr de votre coup à 100% que vous n'avez pas eu le brachial cutané interne. Vous pensez qu'il n'y est pas, mais vous n'êtes pas sûr. Qu'est-ce que vous demandez au patient?
comme examen complémentaire. Alors, on a déjà vu l'échographie du poignet, on a vu l'IRM avec flexion, radiographie du rachis. Vous demandez une radiographie du rachis de face et de profil. Toute simple, pas d'IRM, pas de radio de thorax, parce que souvent les gens ils arrivent avec une radio de thorax, mais ça coupe juste là. Donc vous demandez, et qu'est-ce que vous avez ? Eh bien, vous avez clairement ce que vous voyez là, hein, grâce à la bride ou à la côte cervicale, hein, vous avez cette anomalie-là. Hein, sur la radio du rachis cervical, il ne peut pas y avoir de syndrome du défilé thoraco-brachial neurologique, je ne parle pas de vasculaire, sans anomalie anatomique. Il y a toujours une anomalie anatomique. Je ne parle pas du syndrome du défilé vasculaire. On est bien d'accord. À partir du moment où il y a des signes neurologiques, un déficit neurologique, que vous êtes dans un TOS neurologique, il y a toujours une anomalie anatomique. Et donc, vous avez soit une côte surnuméraire cervicale, soit une apophysomégalie que vous voyez là. Et ne lisez pas le contre... Je n'ai rien contre les radiologues, hein, mais certains radiologues disent pas de côte cervicale. Donc, normal. Et en fait, il faut regarder, mais vous voyez, il y a des apophysomégalies qui ne sont pas relevées par les radiologues, hein, et qui sont très importantes. Hein. Il y a des côtes cervicales, mais il y a aussi des apophysomégalies. Donc il faut bien regarder la radio, ne pas se contenter de regarder le compte-rendu du radiologue. Voilà, donc, bon, je passe parce que vous connaissez bien. Ça, c'est le signe du bracelet qu'on voit dans les défilés thoraco-brachiales neurologiques. Vous avez vu que dans l'Hirayama aussi, on pouvait avoir cette amyotrophie qui remonte en manchette. Hein, c'est les gens qui ont une montre et qui sont obligés de faire un trou supplémentaire sur leur montre. Ils ont un amincissement des muscles de l'avant-bras qui remonte. Ça s'appelle le signe du bracelet. Enfin, je l'ai appelé comme ça, mais c'est un très bon signe également de défilé. Donc ça, c'est la petite vignette du défilé thoraco-brachial neurologique, hein, classique. Et donc, quand vous avez une atteinte prédominant-médian surulnaire, effectivement, SLA, canal carpien, bien évidemment, et le défilé thoraco-brachial neurologique. Donc ça, c'est très important. C'est un des messages que je voudrais vous faire passer. Vraiment, quand vous êtes en clinique et en EMG, devant un déficit moteur amyotrophie de la main, essayez de faire le recueil sur le court abducteur du pouce, sur l'interosseux, le premier interosseux, sur l'hypoténar et sur l'extenseur propre de l'index. Même si vous ne faites pas de stimulation étagée, jusqu'au bras, sur l'extenseur propre de l'index ou sur le premier interosseux, au moins, vous aurez la valeur de l'amplitude distale. Ça prend 2 minutes, 1 minute, 30 secondes, comparativement à la gauche. Et vous allez avoir comme ça, en fonction des 4, une répartition qui va vous aider clairement sur l'origine de l'atteinte et sur le niveau de l'atteinte et sur la cause. Donc ça, c'est vraiment un des messages très importants. Vous voyez là, par exemple, vous avez une atteinte dans une SLA, très longtemps, l'hypoténar est respecté. Très longtemps, l'hypoténar est respecté. Alors que dans une atteinte C8, il peut être plus rapidement touché. Donc c'est vraiment un des messages très importants. Les sensitifs, on a vu l'importance des sensitifs. Hein. On a vu le musculo-cutané supérieur C6. Je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler que le médian pouce est C6, alors que le médian troisième doigt est C7. Donc, clairement, quand vous voyez une baisse progressive en faisant le pouce, puis le majeur, puis le cinquième doigt, vous voyez les sensitifs qui descendent progressivement, bien très bons sur le pouce, moyen sur le majeur, moche comme tout sur le lunaire. Vous faites le BCI aussi à ce moment-là, mais c'est très en faveur d'une origine plexique plutôt qu'une atteinte tronculaire. C'est des choses qui demandent très peu de temps. Ce ne sont pas des techniques très compliquées, mais qui vont vous aider à déterminer le niveau de l'atteinte. Alors ça, je ne vais pas vous le détailler ce cas, c'est la situation où vous êtes devant un canal carpien, a priori, avec une amyotrophie, un déficit moteur du court abducteur, et ça ne sort pas, le sensitif ne sort pas, mais ce n'est pas un défilé thoraco-brachial neurologique. Alors vous allez me dire, là on rentre dans les choses un peu plus rares, un peu plus difficiles. Mais c'est juste pour vous donner un autre test électromyographique pour insister sur cet autre test. Je vous la fais bref, bon, c'est une femme de neurologue, donc forcément ça allait être compliqué. Et Pierre Bouche a dû mettre 2 ou 3 EMG avant de trouver. Et pourtant, il y a un problème. Vous m'entendez ? Ah, vous ne m'entendiez pas depuis le début ? Ah bon. Donc c'est une femme de neurologue, donc
elle pourrait se présenter comme un canal carpien avec un déficit moteur et une amyotrophie dans le court abducteur du pouce. Vous dites, bon, tranquille. Et effectivement, vous avez une nette asymétrie à gauche, vous voyez, par rapport à droite, sur l'amplitude, qui est un tiers de la valeur. Donc vous dites, bon, a priori, avec une latence distale un peu allongée, vous dites, c'est un canal carpien. Mais la vitesse de traversée en sensitif n'est pas ralentie. Bon. Et vous faites tous les doigts, comme je viens de vous le dire. Et en faisant tous les doigts, c'est pareil, ça ne descend pas trop. Bien sûr, le 4e doigt, c'est toujours un peu moins bon en valeur, mais sinon, les autres sont bien. Donc, vous êtes en défaut en sensitif pour dire c'est un canal carpien évident. Vous piquez le court abducteur du pouce, il est franchement neurogène. Hein. C'est pas une... Alors, vous allez dire, c'est là-haut que ça se passe, etc. Mais avant de partir sur là-haut, il y a un test moteur qu'il faut faire. Un test moteur médian qu'on fait surtout, on pense à le faire surtout, quand on n'a plus de réponse. Je vous aide, hein. Mais si vous avez la réponse, vous dites. Hein. Quand on n'a plus de réponse sur le court abducteur du pouce médian. Quand on n'a plus de réponse sur le court abducteur du pouce, on pense toujours à faire ce test. Là, il n'était pas à 0, il était franchement asymétrique. Mais c'est quoi ce test? C'est pas un test. Alors, il y a du cubital dans le test, ouais. Ouais, très bien. Voilà. Deuxième lombrical, deuxième interosseux. Deuxième lombrical, deuxième interosseux, c'est un test qu'il faut faire systématiquement lorsque vous êtes dans une suspicion de canal carpien et que vous n'avez plus de réponse vraiment sur le court abducteur du pouce. C'est les vieux canaux carpiens très chroniques, où les gens arrivent très tard à la consultation, mais également dans ces situations un petit peu difficiles. Donc c'est un test médian, très important à connaître. Hein, on a vu tout à l'heure pour l'ulnaire, il y avait 3 tests. Là, pour le médian, vous êtes en train de... Hein, on arrive au deuxième test, hein, moteur. Le court abducteur du pouce, évident, c'est la base de notre électromyographie. Le deuxième lombrical, car il vous permet comme ça de comparer deuxième interosseux et deuxième lombrical. Alors, vous prenez la base du pouce et entre le deuxième et le troisième doigt, index majeur, vous faites 2 droites comme ça. Et à l'intersection des deux, vous mettez votre électrode active et la référence sur l'index. Et vous stimulez à la même distance l'ulnaire, qui va vous donner la réponse deuxième interosseux, et le médian, qui va vous donner comme réponse le deuxième lombrical. Et la différence doit être inférieure à 0,5, comme pour le 4e doigt en sensitif. D'accord ? Et donc là, il y avait une différence de 1,2 millisecondes qui vous disait qu'il se passe quelque chose, au moins sur le plan moteur, dans le canal carpien, puisqu'il y a une telle différence. C'est un très bon test quand il n'y a plus de court abducteur du pouce, parce que là, quand il n'y a plus de fibre, vous ne pouvez pas mettre en évidence un allongement de la latence distale. C'est un très bon test quand il fait, on revient au froid, quand il fait froid, parce que le froid ralentit les vitesses et allonge les latences aussi bien sur le médian que sur l'ulnaire. Et puis, c'est un très bon test quand vous avez un patient diabétique ou un patient qui a un Charcot-Marie et que vous voulez montrer qu'il y a en plus une compression du nerf médian au canal carpien. Donc, c'est un très bon test dans toutes ces situations-là. Deuxième lombrical, deuxième interosseux. Et elle avait effectivement une variation anatomique qui faisait que la branche qui allait au court abducteur était coincée dans une anomalie anatomique particulière. Bon, je passe les détails, mais c'est à l'exploration chirurgicale qu'on a vu. Bon, ça, c'est typique. Vous allez faire le diagnostic tout de suite. C'est vraiment typique, mais j'ai eu cette patiente, et je la garde comme élément, je dirais, représentatif. C'est une jeune femme qui accouche, et qui, après l'accouchement, au moment de la montée du lait, de l'allaitement, a une douleur thoracique. Bon, on pense que c'est la montée de lait. Et puis surtout, dans les jours qui suivent, elle n'arrive pas à porter son bébé, et elle n'arrive pas à tourner une clé, à attraper sa carte bleue, à faire des gestes vains du pouce et de l'index. Et quand vous l'examinez, elle a un déficit du long thoracique, avec un décollement de l'omoplate, et elle a un déficit du long fléchisseur du pouce et du fléchisseur profond de l'index et du troisième doigt. On vous l'adresse pour faire un électromyogramme. Vous faites un médian et un ulnaire, avec le sensitif médian, le sensitif ulnaire. Vous faites même un radial sensitif. Tout est normal. Qu'est-ce qu'elle a ?
elle a un nerf long thoracique, grand dentelé, et au niveau du déficit moteur de la main, elle a une atteinte assez sélective, particulière, qui touche les fléchisseurs profonds de l'index et du pouce. C'est-à-dire que quand vous lui demandez de faire ça, ce geste simple, de fléchir la dernière phalange du pouce, fléchir la dernière phalange de l'index, elle n'y arrive pas, et elle vous fait ça. C'est un déficit moteur pur dans une branche du nerf médian qu'il faut connaître, qui est une branche motrice pure, qui part du médian à l'avant-bras et qui va innerver ces muscles-là et qui ne passe pas dans le canal carpien. C'est le nerf interosseux antérieur. Et le nerf interosseux antérieur et le nerf long thoracique sont deux nerfs particulièrement adorés, aimés dans le syndrome de Parsonage et Turner. Et donc, après un vaccin, après une intervention chirurgicale, après un accouchement, après une extraction de dents, après une infection virale, quand quelqu'un se présente avec un déficit moteur qui touche comme ça deux troncs nerveux ou qui n'est pas systématisable, eh bien, il faut penser, bien évidemment, au syndrome de Parsonage-Turner. Il y a 5 hotspots du syndrome de Parsonage-Turner. 5 territoires particulièrement adorés par le Parsonage et Turner, surtout par Parsonage d'ailleurs. On vient d'en voir 2, le nerf interosseux antérieur, le nerf long thoracique, les 3 autres. Le tronc primaire supérieur C5, C6, c'est typiquement deltoïde, sus, sous-épineux, biceps. Le grand dentelé, on l'a vu, le nerf interosseux antérieur, le nerf interosseux postérieur et le nerf phrénique. Et pensez à faire une radio de thorax parce que parfois vous avez une ascension de la coupole diaphragmatique chez quelqu'un qui n'est pas dyspnéique. Donc dans une histoire un peu difficile où vous suspectez un Parsonage et Turner, une simple radio de thorax peut vous permettre de faire le diagnostic car vous montez une ascension de la coupole. Et donc il n'y a que cette maladie qui peut donner comme ça un plexus brachial multifocal non systématisable. Donc je passe, je vous ai mis quelques diapositives, ce n'était pas le topo, on pourrait faire la même chose sur l'épaule, il faudrait que je revienne, ou que vous veniez en France, on fera l'épaule avec tous les muscles, parce qu'il y a plein de petits tests comme ça aussi qui permettent de différencier un long thoracique d'un trapèze, etc. Mais le nerf interosseux antérieur, il faut le tester, Vous voyez, cliniquement, et on peut piquer ou faire un recueil sur le carré pronateur. Alors, normalement, ça se pique, le carré pronateur. On conseille même de le piquer, on ne le fera pas là en atelier parce que c'est un peu douloureux. On conseille de piquer sur la face dorsale, vous voyez, entre les deux, un petit peu 2 travers de doigts, comme c'est marqué, 3 travers de doigts, comme c'est marqué. Et au lieu de mettre la main comme ça, vous mettez la main comme ça. Et vous piquez comme ça. Et c'est comme ça, le geste à faire, la pronation, est plus facile. Parce qu'une fois que vous avez piqué, après, il faut faire le geste. Alors la fibrillation, l'activité spontanée, c'est très important. Mais le mouvement est aussi difficile et pas évident, et c'est souvent ça qu'on hésite à faire. Donc en piquant comme ça, vous arrivez à faire beaucoup mieux le geste. Parfois, on peut faire simplement un recueil en surface. On n'est pas sélectif parce qu'on recueille autre chose que le carré pronateur, mais si vous faites comparatif droite-gauche, en stimulant le médian au coude, vous avez une bonne réponse et vous pouvez comparer comme ça droite et gauche. Mais la clinique est très importante aussi. Alors, quand vous examinez un nerf médian moteur, vous avez vu le co-abducteur du pouce, le deuxième lombrical, le carré pronateur et le nerf interosseux antérieur. Mais très important, quand vous voyez quelqu'un qui a un déficit moteur amyotrophique qui prédomine sur le versant médian, que vous sentez que ce n'est pas un simple canal carpien, il faut, avant même de commencer l'EMG, faire 2 tests cliniques très simples pour voir si ce n'est pas un nerf médian haut situé. Un nerf médian, donc, dont l'origine de l'atteinte n'est pas au canal carpien ou même à l'avant-bras, mais plus haut. Et là, vous testez 2 muscles. Le muscle fléchisseur du poignet, ce qu'on appelle le palmaire, et le rond pronateur, d'accord, qui est le premier muscle innervé par le nerf médian. Et donc ça, c'est typiquement une patiente qui arrive avec une atteinte qui pourrait faire médian, sensitive et motrice, mais elle a une pronation qui est très mauvaise. Donc vous voyez, typiquement, ils arrivent à fléchir les 2 derniers doigts, mais pas les 3 premiers doigts. Et puis, il y a un déficit de la pronation.
Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les nerfs médians ossitués. Et là, il faut savoir stimuler le nerf médian en courbe abducteur, mais en remontant au bras, ce qu'on a vu tout à l'heure pour l'ulnaire, c'est valable pour le médian. Et puis, également, très important, il y a quelques causes mécaniques assez rares, ou des neuropathies à bloc. Également, le fléchisseur, ou palmaire, pronatorus, il faut que je mette mes lunettes, comment on dit en latin? Pronator teres. Vous voyez, le grand palmaire, ce muscle très important, que vous voyez, alors je ne suis pas très musclé, on essaiera avec Jean-Philippe tout à l'heure, mais ce muscle-là, très important, c'est le grand palmaire, c'est sur ce muscle-là qu'il faut faire une stimulodétection. Vous mettez l'électrode de surface et vous stimulez, comme ici. Vraiment, ça, je vous recommande, c'est comme l'extenseur propre de l'index, ce sont des muscles et des nerfs faciles à stimuler qui prennent 1 minute et qui peuvent vraiment vous dépanner. Ce n'est pas des choses techniquement difficiles. Vous mettez le recueil active ici, la référence un petit peu plus bas, vous stimulez comme un médian pour un court abducteur, et vous pouvez stimuler le nerf médian un peu plus haut au niveau du bras. Vous pouvez même avoir une vitesse sur une dizaine, quinzaine de centimètres. Et c'est sur ce muscle-là également que vous pouvez faire une recherche de réflexe EH à une toute petite intensité de stimulation. Le problème du H sur le grand palmaire, c'est qu'il est inconstant chez le sujet normal. Donc ça a une valeur surtout lorsque vous avez un déficit moteur et une amyotrophie périphérique et que vous l'obtenez de façon importante. Ça part malheureusement vers la SLA. Mais c'est très important. Vous voyez, le grand palmaire, c'est très important. Et également, je vous recommande de connaître le rond pronateur, car ce muscle-là peut également comprimer le nerf. Et vous voyez, le rond pronateur, c'est ce muscle-là, lorsque vous faites une pronation contrariée. Alors là, on arrive à le voir, le mien. Méfiance quand vous actionnez la pronation. Quand quelqu'un est déficitaire du rond pronateur, il va compenser avec quoi? Regardez là. Le long supinateur. Donc toujours mettre une main pour bloquer le long supinateur pour voir vraiment si le rond pronateur se contracte. Et vous mettez une aiguille, il est tout superficiel. Vous écoutez s'il y a de la fibrillation. Si c'est neurogène, si ça fibrille dans le rond pronateur, c'est un nerf médian. D'accord? Donc ce sont des tests très simples anatomiques, électrophysiologiques, qui vous permettent de localiser immédiatement. Voilà, le rond pronateur, assez facile à piquer, assez facile à tester cliniquement et électriquement. Voilà les causes. Alors, dans le syndrome du rond pronateur, il y a là aussi des... On termine très rapidement avec le radial, ça va? On avait pris une demi-heure de retard. Vous vous dites si vous craquez. Donc le dernier, c'est le radial. Bon, vous connaissez bien. Et en même temps, il y a 2-3 petites choses, je pense, à connaître sur le radial, moins que sur le médian et l'ulnaire peut-être, parce que vous connaissez bien. Le radial, donc, c'est classiquement un nerf qui est surtout très moteur, vous voyez, avec le déficit moteur. En général, on commence par l'examiner de la périphérie jusqu'en haut. Et donc, c'est très important, quand vous voyez une paralysie radiale, cliniquement, de tester. Alors, il y a 3 extenseurs de doigts, l'extenseur propre du pouce, extenseur propre de l'index, extenseur commun, comme vous voyez. Ensuite, vous avez les 2 radios, le long supinateur, le triceps, d'accord? Et, juste après le triceps, quel est le muscle que vous allez tout de suite tester dans toute paralysie radiale que vous voyez cliniquement? Un muscle à tester cliniquement, très simple en plus, un muscle super simple à tester au testing. Dès que vous avez une paralysie radiale, surtout si le triceps... Alors le triceps, ce n'est pas toujours facile à tester et à piquer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que c'est un muscle à la fois très fort, pas évident à tester parce que les gens ne font pas toujours bien l'effort, et puis selon leur force, est-ce qu'il n'est pas un peu faible quand même? Paralysie radiale avec la main en fléau, c'est assez évident, mais le triceps, ce n'est pas toujours évident. On a un doute parfois sur le triceps. À ce moment-là, si vous avez un doute sur le triceps, vous testez le deltoïde. Pourquoi le deltoïde? Parce que le nerf axillaire, le nerf circonflexe, avec le nerf radial, forment le tronc secondaire postérieur. Donc devant toute paralysie radiale, vous testez le deltoïde. Devant toute paralysie ou atteinte du nerf axillaire circonflexe, vous testez le radial. Si les 2 sont touchés, vous êtes dans le tronc secondaire postérieur du plexus brachial. C'est fondamental. Donc à piquer, voilà les muscles que vous connaissez, qu'il faut piquer. Je
j'insiste, mais c'est une évidence, le long supinateur, encore un joker. On a vu le premier extenseur propre de l'index tout à l'heure pour la main, qui est un superbe joker, le BCI, etc. Le long supinateur, c'est un magnifique joker. Pourquoi? Parce que c'est un muscle qui est très C6 et très radial. Là, ce n'est pas l'objet, et d'habitude, il y a des gens qui m'arrêtent de temps en temps en me disant « mais des fois, c'est un peu C8, un peu C7, un peu C6 ». Bien évidemment, tout ça est compliqué parce qu'il y a une énorme variation anatomique et individuelle dans les innervations. Donc, il faut vous réfugier dans des choses qui sont très solides, très sûres, comme l'extenseur propre de l'index, il est très C8 plus que C7. L'extenseur commun des doigts, il peut être assez C8, mais aussi assez C7. C'est plus mitigé. Le long supinateur, c'est pareil, il est très C6, alors que le biceps, il est un peu C6 et C5. Donc, il faut vous réfugier sur des muscles comme ça qui vont vous permettre d'être sûr de votre diagnostic, de votre topographie. Donc, le long supinateur est très important. La corde du long supinateur. Donc, l'extenseur propre de l'index, c'est une photo que Jean-Philippe avait fait, et en fait, où il s'était un peu trompé. En fait, la référence, vous voyez, elle est sur la styloïde cubitale, et l'active, elle est à peu près, vous avez vu déjà des schémas, il faut compter 2 à travers de doigts par rapport à la styloïde, et à peu près 1 cm comme ça. Mais vous le testez. Alors, s'il est complètement paralysé, ou très déficitaire, vous regardez de l'autre côté à quel endroit il se contracte le plus, et vous stimulez là. Alors, le radial, il n'est pas si simple que ça à stimuler en moteur. Pardon. À l'avant-bras, on l'a vu, c'est assez simple, c'est à peu près là. Entre le premier et deuxième radial, vous le stimulez, on pourra le faire éventuellement. Vous voyez, entre les 2 chefs du radio, vous enfoncez votre stimulateur, vous arrivez à peu près à le sortir. Il faut stimuler un petit peu fort quand les gens sont un peu musclés. Bon, ce qui n'est pas mon cas, mais quand les gens sont un peu forts, un peu musclés, il faut stimuler un peu fort pour avoir vraiment une réponse, parce que sinon on a une fausse baisse de réponse. Encore plus dur, c'est la stimulation au-dessus du coude. Bon, moi j'aime bien stimuler assez profond, assez fort là, parce que je trouve que le nerf est plus facile d'accès, mais il y en a qui aiment bien aller le stimuler également là, c'est-à-dire quand il passe, quand il croise, vous voyez, il passe comme ça, on va le voir sur un schéma, et au niveau de ce croisement, là, il y a des gens qui aiment bien, presque dans le coude, enfin dans le pli du coude, enfoncer la stimulation électrique. Ça, c'est un peu comme vous le voyez. Donc, vous voyez, stimulation, moi j'aime bien la stimulation postérieure en appuyant très fort, mais il y en a qui le stimulent par là. Le sensitif, vous voyez, il passe à ce niveau-là, comme ça il courbe. Et puis il recroise là, et donc à ce niveau-là, vous pouvez, en prenant du monopolaire, le stimuler avant le point d'herbe. C'est là où on stimule le nerf musculo-cutané supérieur également. Il y a plein de techniques qui ont été rapportées dans les livres. Honnêtement, je trouve que c'est compliqué, c'est pas facile. Déjà, le radial simple sur l'extenseur propre de l'index, c'est pas simple. Alors, allez mettre un recueil sur les radios, sur différents autres muscles. Je vous montre juste celui-là où on peut mettre une aiguille dans le long supinateur et stimuler le nerf radial. Bon, honnêtement, je ne suis pas convaincu. C'est comme toutes ces techniques qui sont un peu dures techniquement. Il faut qu'elles aient un rôle très important dans la pratique quotidienne pour qu'on se les approprie, pour qu'on en fasse régulièrement. Si on ne voit pas l'intérêt au cas par cas, ce sont des techniques qui restent théoriques, qui restent possibles, mais qu'on ne va pas s'approprier. Moi, je ne me fais aucune illusion. Je pense qu'on s'approprie les techniques qui vont vraiment vous être utiles pour un patient donné. Mais vous voyez qu'on peut, en faisant la technique simple sur un extenseur propre de l'index, de mettre en évidence un bloc de conduction en stimulant à l'avant-bras et au niveau du bras. Vous voyez, c'est tout à fait possible. Bien sûr, on peut remonter plus haut. L'ONDEF, on ne l'a fait pas sur l'extenseur propre de l'index, on l'a fait sur un autre muscle radial que vous connaissez, qui est très utilisé dans la jonction neuromusculaire. L'enconé, très bien. L'ONDEF sort remarquablement dans l'enconé, autour de 15-16 millisecondes, ça dépend de la taille des bras et des jambes. Mais vous la faites de l'autre côté, vous la faites du côté pathologique, et si elle est absente ou très retardée, ça peut être tout à fait utile. Donc là, je passe, ce sont des muscles, les radios, ça, on les pique facilement, l'extenseur commun des doigts, voilà, non supinateur. Alors, voilà un des messages que je voulais vous faire passer sur le radial. C'est un homme que j'ai eu l'été dernier,
en consultation. Et j'étais un peu embêté sur le moment, je l'ai vu en plein mois d'août en plus. 37 ans, conducteur à la SNCF. Alors chez nous, à la SNCF, les gens qui... Bon, ça, on est toujours un peu méfiants des conducteurs de la SNCF parce qu'on a beaucoup de problèmes de grève. Bon, la SNCF marche très mal chez nous, donc en plus moi je l'utilise beaucoup, donc c'est vrai que j'étais pas toujours bienveillant avec lui. Mais bon, il est clair, il y a 15 ans, il a fait, après une chute du vélo, mais à distance, une paralysie radiale. Bon, mais qui a récupéré en un an. Et puis là, il revient parce qu'il a fait une douleur du bras et de l'épaule, puis des fourmillements, puis une hypoesthésie dans le territoire radial et une paralysie qui s'est installée, vous voyez, assez rapidement, complet, total, extenseur de doigt, extenseur propre du pouce, de l'index, extenseur commun, radial, long supinateur, le triceps est bien, et c'était neurogène, et il n'y avait aucune réponse motrice, il y avait une perte axonale très importante dans tous les muscles déficitaires. J'ai fait les autres nerfs, le médian, l'ulnaire, j'ai rien pour une HNPP, puis c'était douloureux. Bon, j'étais bien embêté. Je l'ai vu peut-être 2-3 mois après, vous voyez, juin, je l'ai vu au mois d'août, 2 mois. Qu'est-ce que vous auriez fait sur cette vignette clinique, avec cette main-là? Sensitif aboli. Il a une anesthésie complète dans le territoire radial. Mais les autres sensitifs sont normaux. Pas facile, hein? Deltoïde normal. Bon réflexe, hein, on voit que les messages passent, c'est très bien. Tout à fait. Non, j'ai regardé, oui, effectivement. Donc j'étais assez convaincu que c'était une paralysie radiale, avec une paralysie de la main. Sauf qu'il y avait 2 éléments. Alors il y a 3 éléments qui sont inquiétants par rapport à la fameuse paralysie radiale. Chez nous, on appelle ça du samedi soir, je ne sais pas, chez vous. Les gens qui soit prennent des somnifères, soit qui s'endorment dans des positions inhabituelles, dans des lits étroits, mais aussi qui sont très fatigués et puis qui se réveillent avec une paralysie complète qui va mettre 1 mois, 2 mois, 3 mois, parfois plus, à récupérer. Donc ça aurait pu être ces situations-là, sauf que je n'avais pas les circonstances habituelles. Mais quand on n'a pas les circonstances habituelles, on pense à la chaîne PP. Mais parfois, il y a des patients, ils n'ont ni la chaîne PP, ni les circonstances habituelles, et ils se font une paralysie radiale. Hein. Bon, surtout que lui, il en avait déjà fait une. Mais ce qui m'embêtait, outre que je n'avais pas les circonstances, c'est le caractère douloureux au départ. Et le 3e point, c'est qu'il y avait une perte axonale et qu'il ne récupérait pas du tout à 2-3 mois. Alors 2-3 mois, c'est bon. Mais bref, j'ai fait une IRM. Je vous encourage, dans ces cas-là, de paralysie radiale atypique, de faire une IRM, mais bien ciblée. Une IRM, parce qu'il avait eu une IRM, bien sûr, cervicale, une IRM à l'avant-bras aussi. Non, une IRM au niveau du bras. Il avait une IRM plexique aussi. Une IRM au niveau du bras, et voilà ce qu'il a. Il a un trou dans son nerf. C'est-à-dire que vous voyez son nerf radial, hop, plus de signal, de nouveau le nerf radial. Nerf radial, hop, plus de signal, de nouveau le nerf radial. Pareil. Vous voyez, là, on voit un peu moins, mais il y a comme un trou là. Enfin, un trou. Une perte de signal focal. Vous voyez là? À plus fort grandissement. C'est quoi ça? C'est un nerf qui se tord. Hein, c'est une image en sablier, c'est-à-dire que le nerf se tord, soit parce qu'il y a une disposition anatomique, je vous rappelle qu'il avait déjà fait une paralysie radiale, soit pour des raisons inflammatoires, etc. C'est pas toujours évident. C'est une torsion de nerf en sablier. Et c'est une urgence chirurgicale, parce qu'il faut libérer le nerf, faire une neurolyse, et essayer de remettre le nerf dans le bon endroit, sinon il ne repoussera jamais. Voilà, donc ça fait partie des messages. Bien sûr, les paralysies radiales, vous les connaissez. On vient d'évoquer un certain nombre de causes. Il y en a 2 que je voudrais insister. C'est qu'à partir du moment où l'installation n'est pas brutale au réveil, mais se fait sur quelques heures, ou 1 jour ou 2, donc un tout petit peu progressif, qui a un caractère douloureux, que c'est très axonal, il faut penser à ces... Parce que ce n'est pas du tout la même attitude pratique, c'est une attitude chirurgicale et non pas de rééducation avec une attelle. Le nerf interosseo-postérieur, vous connaissez, hein, c'est l'atteinte au niveau de l'avant-bras, donc avec
cette préservation des radios qui ne sont pas touchés. Il n'y a que les extenseurs de doigts qui sont touchés. Le sensitif est normal. C'est un hotspot également du Parsonage Turner. D'accord. Donc ça, ce sont les muscles. On va passer assez vite. Le tunnel radial, vous connaissez, avec ce point douloureux à l'appui et cette supination contrariée, qui est un diagnostic différentiel du nerf interosseux postérieur. Souvent, on n'est pas à l'aise parce que, en fait, on peut avoir une compression dans le tunnel radial, mais qui ressemble en fait à une épicondylite, une tendinite. Et donc, il faut vraiment, pour qu'il y ait une compression du nerf interosseux, qu'il y ait des signes neurogènes. Et comme il y a très peu de muscles à tester, on n'est que sur les extenseurs de doigts. C'est pour ça que je vous ai montré juste avant les quelques muscles à piquer. Voilà. Le deltoïde, vous l'avez bien intégré. Et puis, c'est le tronc secondaire postérieur, qui est l'association radiale circonflexe. Et puis, dans les parésies radiales, c'est un peu... des fois, on a des surprises. On peut avoir des atteintes myogènes, des myopathies distales, mais aussi des myosites distales qu'on avait rapportées. Il y a la myosite inclusion, bien sûr. Et puis, méfiez-vous aussi de la myasthénie. Alors, bien sûr, ça, c'est si vous n'avez aucune anomalie en conduction nerveuse motrice, que les tracés ne sont pas neurogènes. Avant de laisser repartir le patient, il faut toujours faire une jonction neuromusculaire. Bon, ça, c'est un des réflexes de toute hélémyographie de base. Un déficit moteur qui n'a pas fait la preuve de son caractère neurogène ou myogène ne part pas du box de consultation de EMG sans une jonction neuromusculaire. Ça, c'est un dogme électromyographique de base. Et l'on connaît, qui est un muscle absolument inutile dans la vie, mais très utile en électromyographie, car bourré de fusion neuromusculaire. On peut faire l'ONDEF dessus. Et vous voyez, c'est à la jonction entre les pointes de l'olécrane et de l'épicondyle. Vous formez un triangle. Et le troisième point, c'est le l'enconé. Et vous stimulez le nerf radial juste derrière, comme ça. Et on pourra le faire, ça sort très bien. Donc ça, c'est les différents. Bon, quelle heure il est? Est-ce qu'on va... J'avais juste un quiz. Bon, je vais... Ça, c'est un cas qui ressemblait à un hirayama, vous verrez, mais qui était plexique et qui était en fait un périnorium, qui fait partie des causes rares, mais de tumeurs bénignes qu'on voit à l'IRM. Mais je vous fais juste ce quiz avant de conclure. On sort un petit peu de la main, mais c'est un cas très intéressant parce que c'est vraiment une situation pratique fréquente en EMG qui est la plexique post-radique, après cancer du sein irradié. Je ne sais pas si vous avez souvent cette problématique. Et donc, c'est une patiente qui a eu un cancer du sein, qui a été opérée, radiothérapée. 10 ans plus tard, elle voit apparaître une douleur qui ressemble à une névralgie cervico-brachiale, C6, mais sans douleur cervicale, une hypoesthésie, une périesthésie du pouce et de l'index. On pense à une névralgie cervico-brachiale, mais elle a une IRM cervicale normale, mais elle a un EMG qui évoque une atteinte du plexus brachial. Donc on fait une IRM du plexus brachial qui est normale, estimée comme normale, effectivement, elle était normale, et donc on retient l'hypothèse d'un plexus post-radique. Sauf qu'elle s'aggrave, elle est encore plus déficitaire, elle a une amyotrophie du biceps, une amyotrophie ténarienne aussi un petit peu. Donc ça déborde, mais surtout elle a une amyotrophie du biceps très importante, qui fond avec une douleur, vous voyez, qui touche le pouce et un peu l'index. Et on vous l'adresse en deuxième avis, pour dire, mais attendez, c'est un plexus brachial, c'est théoriquement post-radique, mais elle s'aggrave. Et là, vous faites un médian et un ulnaire en moteur. La main, c'est C8. Et donc là, C8, c'est bien, mais vous avez vu que la clinique était surtout autour de C6, biceps. Et vous faites les sensitifs. Et voilà les sensitifs que vous avez. Voilà, c'est un peu dur de terminer peut-être par ça, comme dernier quiz. À partir du moment où vous faites un sensitif, vous faites des sensitifs, et que vous avez un sensitif franchement anormal, vous n'êtes pas dans du radiculaire, vous êtes dans du plexus. D'accord ? Et donc là, vous faites un sensitif qui est franchement altéré. Bon, c'est le musculo-cutané supérieur, ce n'est pas le sensitif le plus facile à faire. Vous n'êtes pas sûr techniquement, mais vous y êtes repris, vous l'avez de l'autre côté, il est aboli. Bon. Vous faites le médian et vous voyez que le pouce est très altéré aussi par rapport à l'autre côté. D'accord ? Donc le pouce médian est très altéré.
le musculocutané supérieur sensitif très altéré, et vous faites le troisième nerf sensitif C6 que vous connaissez, qui est le radial, et lui, il est parfaitement normal. D'accord? Donc, vous êtes sûr d'être dans le plexus brachial. Dans la partie haute du plexus brachial, quand je dis haute, c'est dans le territoire C6, C5, C6. Mais le fait que le radial soit parfaitement respecté, alors que le musculocutané et le pouce est très altéré, fait que vous êtes dans la partie basse de ce tronc supérieur. Vous êtes dans ce qu'on appelait avant le tronc secondaire antéro-externe, qu'on appelle maintenant le faisceau latéral, c'est-à-dire la partie toute terminale basse, très très loin du creux axillaire, enfin très très loin du champ d'irradiation de la radiothérapie. Donc vous êtes dans une partie basse. Et donc vous êtes dans une atteinte plexique. Donc là, je vous montre le musculocutané qui nous a bien aidé. D'accord? Et donc, vous êtes dans une atteinte très particulière, très focale. L'IRM n'a rien montré, mais vous n'êtes pas satisfait. Vous demandez un autre examen, un PET scan. Et le PET scan, donc vous êtes là. Vous voyez, vous êtes dans cette partie-là, ce qu'on appelait avant le tronc secondaire antéro-externe. Pourquoi? Parce que les sensitifs C6 sont touchés, sauf celui qui rejoint le radial. D'accord? Donc ça ne peut pas être ici. Ça ne peut pas être dans le tronc primaire supérieur où on a habituellement les plexis post-radiques. C'est dans la partie toute terminale là, du plexus brachial, avec le respect du radial. Donc c'est à cause de cette dissociation des sensitifs C6 que vous êtes sûr que c'est là. Donc ce n'est pas a priori les rayons, et puis c'est très focal sur un tronc nerveux. Donc vous insistez auprès des radiologues, vous demandez un PET. Et le PET scan vous montre une fixation en plein dans l'endroit où vous aviez dit. C'est un nodule tumoral. Exactement, là où vous l'avez dit, c'est un nodule métastatique de son cancer qui a pu être opéré et retiré. Donc parfois, c'est très important d'être précis topographiquement. Alors, je vous ai mis là des vignettes pour différencier plexite post-radique et infiltrative, avec les blocs de conduction proximaux qui sont toujours présents dans les plexites post-radiques et ces fameuses myochimies qu'on enregistre également. Je vous ai mis quelques images qui sont très évocatrices de la plexite post-radique. Bon. Voilà, pour terminer, les messages que j'aimerais que vous gardiez de ce topo. Savoir que certes, il y a le canal carpien et le cubital au coude, mais vous avez vu qu'à plein de niveaux, on peut avoir des atteintes qui vous donnent un déficit moteur amyotrophie de la main. Et c'est tout le challenge de l'électromyogramme et tout le plaisir de l'électromyogramme, de temps en temps, de ne pas tomber sur un canal carpien ou un cubital au coude, mais d'aller voir plus loin. Et même un cubital au coude, d'ailleurs, parfois, ça peut être très intéressant. Vous vous souvenez, les 3 tests moteurs, les 3 tests sensitifs et les 3 autres tests. Quand vous avez une atteinte de la main qui prédomine du côté médian, et c'est là, syndrome du défilé thoraco-brachial neurologique, canal carpien. Quand vous avez une atteinte qui va sur l'ulnaire, syndrome d'Hirayama, compression du nerf ulnaire au coude, neuropathie motrice à bloc. Le trio magique des sensitifs, qui va toujours vous dépanner, ce sont les 3 sensitifs C6 dans la partie haute du plexus, le médian pouce, le musculocutané supérieur, le radial sensitif. Si les 3 sont touchés à peu près pareil, vous êtes dans la partie supérieure du plexus C5, C6. Si par contre c'est dissocié, vous êtes soit dans le tronc secondaire postérieur, soit dans le tronc secondaire antéro-externe. En faisant 3 sensitifs et en regardant s'ils sont touchés de façon homogène ou dissociés, vous avez un énorme moyen localisateur dans le plexus brachial. Le musculocutané, donc important à connaître techniquement avec les 2 techniques, une basse et une haute située, un peu comme pour le brachial cutané interne, soit la technique haute, soit quand vous avez du mal, vous descendez le recueil et vous stimulez, vous appuyez comme un four à l'avant-bras. Ça, c'est pour les gens qui sont très musclés, qui ont un fort biceps ou un tendon très épais. L'extenseur propre de l'index, le seul muscle C8 qui n'est pas médian ulnaire, qui n'est pas dans la main, qui va tout de suite, devant une atteinte de la main, vous dire si c'est plutôt une atteinte radiculaire ou médulaire antérieure ou une atteinte tronculaire, selon qu'il est touché ou respecté par rapport
au versant. Je vous rappelle les 4 territoires C8 qu'il faut tester. Médian court abducteur du pouce, hypoténar ulnaire, premier interosseux, extenseur propre de l'index. Extenseur propre de l'index, donc important à piquer et surtout à stimuler. C'était pas le sujet, mais c'est le seul élément aussi qui va vous permettre de différencier un tronc primaire inférieur d'un faisceau médial. Dans la même chose que pour les sensitifs au niveau supérieur, mais là pour C8D1, c'est ça qui va vous permettre de différencier le niveau de l'atteinte. Le brachial cutané interne, très important, avec les deux techniques, technique haute et technique normale basse. Le long supinateur C6 et radial, très bon joker aussi. Le rhomboïde, C4, C5. Voilà, je remercie mes collègues et je termine par un livre parce que je crois que Jean-Philippe a trop de pudeur pour vous en parler, mais un livre que je vous recommande, qu'il a écrit avec Philippe Petiot, qui est très bien parce que c'est de l'EMG pratique, un peu comme on vient de faire là. C'est-à-dire les petits trucs, les petits tests, sans aller dans un grand livre de EMG avec des notions qui sont très importantes, ces livres-là, mais c'est vraiment un livre très utile pour justement tous ces petits trucs et tests. Et voilà, si vous avez retenu les quelques messages de la fin, c'est, je trouve, déjà pas mal. Bon, merci.